Bienvenue dans ce numéro de Cap Amérique consacré cette semaine aux États-Unis. Au sommaire, un pays divisé à moins de 2 mois de la présidentielle. Les questions des tensions raciales, de la sécurité, des inégalités sont au cœur de la campagne. Certains Américains s'organisent en milice face aux peurs de la société. Des peurs alimentées par Donald Trump. Avec Douglas Herbert, vous verrez que ces craintes de chaos sont les thèmes déjà utilisés par le passé par des candidats. Autre sujet de débat aux États-Unis, la pandémie de Covid-19. L'épidémie, vous le verrez, a de lourdes conséquences sur l'industrie du cinéma à Hollywood. Déjà plus de 100 jours de colère et de manifestations à Portland aux États-Unis. Plus de 100 jours depuis la mort de l'Afro-Américain George Floyd, tué fin mai par un policier blanc. C'est notre chiffre de la semaine. Les Américains votent dans moins de 2 mois pour désigner leur président et ils vont faire leur choix dans une société donc très divisée. Une partie des États-Unis s'élève contre les violences racistes et policières. Une autre réclame le retour à l'ordre. Pour cela, des milices se sont même formées et se disent prêtes à se servir de leurs armes. Reportage Agnès Varamian, Fabien Fougère. À Portland, dans les rues de Salt Lake City ou à Kenosha dans le Wisconsin, des hommes en armes. Qui sont ces groupes nés pendant les protestations antiracistes de ces derniers mois? Que veulent-ils exactement pour l'Amérique? Olympia, Washington State. Peter Diaz a bien voulu nous rencontrer dans sa limousine qui lui sert de bureau. Nous ne sommes pas une milice. Mais vous avez une arme? Oui, mais je suis américain. Les Américains ont des armes. Et je refuse de rester assis et de regarder mon pays se faire détruire et démonter. Le groupe de cet homme d'affaires s'appelle les Loups américains. Il l'a créé au printemps en réaction aux émeutes pour contrecarrer, dit-il, les gauchistes. Ce matin, entraînement au tir. Ces gens dans la rue veulent un régime socialiste ou communiste. Et ils veulent changer notre gouvernement en détruisant ce pays. Régulièrement, les loups ont contre-manifesté face au Black Lives Matter. À chaque fois, ils se déplacent avec ce qu'ils appellent des armes défensives. Donc ça, c'est un paintball. Il y a aussi un pistolet de gaz au poivre, des battes de baseball et des menottes en plastique. Ça peut nous servir si on doit arrêter quelqu'un, pour empêcher toute violence. Mais c'est le travail de la police. Elle est où la police? Vous la voyez la police? Et dans les manifestations, il a toujours un pistolet. Je mets ma main dessus et comme ça, c'est pas facile de me l'arracher. Ce jour-là, Peter Diaz nous emmène dans une manifestation pro-Trump. La milice qui assure la sécurité s'appelle les 3%. 3%, c'est les Américains qui se sont battus pour notre indépendance. C'est l'un des groupes les plus structurés d'Amérique. La presse a pu filmer leur entraînement paramilitaire. Aujourd'hui, ils disent n'attendre qu'un signe du président. Si le président Trump nous dit maintenant « Patriotes, reprenez le pays en main », je pense qu'il n'y a aucun doute. On s'en occuperait tout de suite. À quoi ces groupes sont-ils prêts? Voici le chef des One Republic, une milice de plusieurs centaines de membres, créée en janvier. Ils sont restés très discrets. Pas une seule image d'eux dans les manifestations, mais ils se préparent, disent-ils, au pire. La violence se répand dans le pays. Je ne vais pas vous dire qu'il y a une limite. On veut la paix, mais on n'a pas peur de la guerre. Un risque de guerre civile, ou quand ajouter des armes aux violences de rue se révèle dangereux. Nous lui montrons la vidéo du milicien de 17 ans qui a tué 2 personnes lors d'une altercation. Des militants de Black Lives Matter essayent de le désarmer. L'un d'eux a une arme de poing. Si quelqu'un regarde cette vidéo attentivement, il va voir que c'est de la légitime défense. Aux États-Unis, ces milices sont légales en vertu du droit du port d'armes. Facebook a supprimé des centaines de pages de ces groupes qui appelaient à s'armer. Ces milices nées ces derniers mois sont loin d'être toutes racistes. Et même si elles ne sont pas anti-gouvernement, le FBI les surveille de très près. La violence sur fond de campagne électorale est en effet le risque numéro 1 aujourd'hui aux États-Unis. C'est donc une campagne électorale marquée par la violence dans la rue et dans les mots. C'est l'heure de retrouver Douglas Herbert, notre chroniqueur américain, pour en savoir plus sur les dessous de cette campagne. Bonjour. Bonjour Douglas. Donald Trump, il est le président autoproclamé donc de la loi et de l'ordre. Il dresse un tableau apocalyptique de l'Amérique où personne ne serait à l'abri du chaos si Joe Biden est élu.
C'est un discours bien rodé depuis des décennies dans la vie politique américaine. Absolument, c'est pas Donald Trump qui a inventé ce slogan, bien qu'il ait exacerbé. En fait, c'est un discours, un message bien rodé, bien ancré dans l'imaginaire collectif américain, et ça remonte aux années 60. C'était bien sûr l'époque où l'Amérique était en proie à un mouvement pour les droits civiques des Afro-Américains, et les grandes villes des États-Unis, pendant les années 50, 60, étaient le grand théâtre de violence urbaine. Des émeutes, en fait. Et ce qui est intéressant, lors de l'élection, dès l'élection présidentielle de 1964, c'était un candidat républicain qui s'appelait Barry Goldwater qui a évoqué le thème du retour à la loi et à l'ordre dans son discours d'acceptation de la candidature républicaine. 2 ans plus tard, c'est au tour de notre républicain, celui qui s'appelait Ronald Reagan, qui se présentait au poste de gouverneur de Californie, qui, une fois de plus, il a pris le témoin, il a repris ce discours, cette rhétorique populiste. Et maintenant, et voici le moment clé de cette histoire, c'est Richard Nixon, on connaît bien le nom, qui a fait de la loi et de l'ordre la pièce maîtresse de sa campagne présidentielle en 1968, tenant des propos alarmistes dans cette publicité. Regardons. Let us recognize that the first civil right of every American is to be free from domestic violence. So I pledge to you, we shall have order in the United States. Ce qui est intéressant, et voilà l'histoire qui se reproduit un peu, c'est que Richard Nixon a taxé son rival à la présidence, un homme qui s'appelait Hubert Humphrey, d'être mou en matière de criminalité. Ouais, on l'entend également aujourd'hui. Implicite dans ce message, dans ces slogans, c'est une idée tout à fait raciste. C'est le mythe de l'homme noir, un afro-américain en colère, qui va envahir votre communauté, et mettre vos jours en danger, en péril. Et c'est intéressant parce que c'est pas que les républicains. Il y a un démocrate, c'était le président Lyndon Johnson. C'est le président peut-être que vous connaissez parce que c'est celui qui a rêvé d'une grande société américaine, sans pauvreté, sans exclusion raciale, mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Lyndon Johnson qui a lancé la guerre contre la criminalité. Alors c'est ça qui rappelle ce slogan, la loi et l'autre. Mais alors Douglas, est-ce que cette stratégie de Donald Trump fonctionne? Parce que Joe Biden, il est toujours le grand favori dans les sondages, même s'il a une avance qui se réduit quand même dans les États clés. Exactement. On aurait pu dire qu'il y a un mois, il y a 6 semaines, Donald Trump, en fait, grâce ou suite à sa gestion décriée de la crise du Covid, on a pensé qu'il allait perdre. C'était assez clair. Maintenant, c'est vrai que Joe Biden a perdu son avance dans les sondages, surtout dans les États clés, les États appelés swing states en américain. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, c'est que oui, dans une certaine mesure, la stratégie Donald Trump de marteler sur le message, le slogan de la loi et l'autre, ça marche. Ce qui permet à Donald Trump de détourner l'attention et les sondages du Covid et jouer sur ce slogan. Cela dit, ça peut être toujours Joe Biden qui va à la fin gagner l'élection grâce aux femmes blanches. Les femmes blanches qui sont éduquées, instruites, qui habitent dans les banlieues américaines. Quand je parle de la banlieue américaine, je parle des suburbs américains. C'est pas comme en France. C'est pas les banlieues en Europe. Voilà, c'est des suburbs huppés, coussous un peu. Voilà, et avec des femmes blanches. S'ils abandonnent Trump, parce qu'ils ont voté largement pour Trump en 2016, ça pourrait jouer en faveur de Biden. Il pourrait remporter la victoire. Il y aura aussi, et c'est pas un petit détail, les débats. Il y en aura 3. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder des dizaines de millions d'Américains, et ça peut également détenir la clé de cette élection. Et on suivra cela, notamment avec vous. Merci beaucoup, Douglas Herbert. Autre grand sujet d'actualité qui marque cette campagne et qui pourrait avoir des conséquences dans les urnes, on l'a évoqué à l'instant, la pandémie de Covid-19. Elle a un fort impact sur l'économie et notamment sur l'industrie du cinéma. Depuis la réouverture des salles le 22 juin, la fréquentation est 3 fois plus basse que d'habitude. Sur les plateaux, les tournages se font au ralenti, sont retardés. Tout cela a un coût. Inès Olagaray avec nos confrères de France 2. C'est le grand vide à Hollywood. Des décors de western sans plus aucune caméra, de fausses rues mexicaines
sans projet de film. L'industrie du divertissement américain est à l'arrêt. Le dernier James Bond a été repoussé au mois de novembre. Il était programmé pour avril. Le film Mulan, retardé aussi, ou encore Wonder Woman, la princesse des Amazones sera sur les écrans, mais pas avant octobre. En tout, c'est 70% de pertes pour le box-office. Quelques bonnes nouvelles malgré tout à Hollywood. Le très attendu Tenet de Christopher Nolan, dont les débuts en salle ont dépassé les espérances des producteurs. Les résultats de Tenet sont un indicateur. Avec déjà 150 millions de dollars de recettes, on voit qu'ils ont bien fait d'attendre que les cinémas rouvrent leurs portes. Ils vont rembourser leur budget et gagner de l'argent. Ça prendra peut-être juste un peu plus de temps que d'habitude. Certaines productions ont repris. Ici, près d'Atlanta, dans un camp façon caserne, 300 acteurs et techniciens vivent confinés. Testés à l'entrée, ils sont ensuite dépistés tous les 4 jours. Quand tout le monde est arrivé, ils sont restés dans leur chambre jusqu'au retour des résultats. On a trouvé 2 cas positifs qu'on a exfiltrés et de cette façon, on a pu préserver la bulle. Des repas individuels sont servis dans les chambres. Les masques sont obligatoires, sauf sur les plateaux de tournage. Il n'y avait pas de faille et chacun s'est responsabilisé. Mais Hollywood fait ses comptes, car les précautions sanitaires se chiffrent en millions de dollars. Cette société de production de Los Angeles n'a toujours pas rouvert ses portes. On est en train d'évaluer ce qu'il faut dépenser pour que les gens qui travaillent ici se sentent en sécurité. Aux États-Unis, 2 millions d'emplois dépendent de l'industrie du cinéma et de la télévision. Aujourd'hui, personne ne peut prédire quand les étoiles d'Hollywood pourront briller à nouveau. Voilà, coupé, on la garde. Vous pouvez retrouver cette émission, bien sûr, sur france24.com. À bientôt. Chaque semaine, retrouvez l'Afrique dans toute sa diversité et sa richesse, avec des reportages de nos correspondants sur le terrain et des interviews de personnalités phares. Afrique Hebdo vous propose un décryptage de tout ce qui fait l'actualité sur le continent, société, économie, sport et culture. On vous parle des grandes tendances, de projets novateurs et de parcours exceptionnels. Je vous donne rendez-vous pour Afrique Hebdo sur France 24 et france24.com. Parce que chaque jour est une page d'histoire qui se tourne. Parce que l'actualité n'attend pas. L'information, partout. En toutes circonstances. Sur tous les thèmes. Pour comprendre le monde. Pour imaginer le monde. France 24, un autre regard sur l'actualité. Liberté, égalité, actualité. Soleil ou pas, les UV sont là. Regardez la météo et protégez vos yeux des UV avec les verres Zeiss UV Protect. Ces produits sont des dispositifs médicaux.